Il l'appelait la souris. Pendant 6 mois, Casey a nettoyé des bassins hygiéniques, pris les gardes de nuit dont personne ne voulait et laissé le chirurgien en chef lui hurler dessus pour des erreurs qu'elle n'avait pas commises. Pour le personnel de Mercy General, elle était invisible, une infirmière débutante timide qui tremblait quand on lui parlait. Il ne savait pas que ces tremblements n'étaient pas dus à la peur, mais à la retenue. Il ne savait pas que les mains qui frottèrent les sols avaient autrefois sauvé la vie d'opérateurs de niveau 1 dans les montagnes de Kandahar. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'un jour un hélicoptère Black Hawk atterrisse sur le toit de l'hôpital, paralysant tout le quartier juste pour la retrouver. La souris n'avait pas peur d'eux. Elle attendait simplement les ordres. Voici l'histoire de la femme invisible de l'hôpital qui est devenue une légende. Les néons du service des urgences du Mercy General bourdonnaient à cette fréquence spécifique qui donne mal à la tête et que seuls les gens travaillant de nuit semblent remarquer. Il était 3h14 du matin, un mardi pluvieux à Chicago, le genre de nuit où l'air dans la salle de traumatologie était lourd, sentant l'antiseptique, la laine mouillée et le vieux café. Casey Rhodes se tenait près du poste des infirmières, légèrement voûtée, les yeux fixés sur les carreaux de lino éraflés. Elle avait 32 ans, mais paraissait plus jeune, avec ses cheveux tirés en arrière en un chignon sévère et effiloché, et sa blouse légèrement trop grande pour sa silhouette athlétique. Elle était la dernière recrue, une infirmière remplaçante qui comblait les lacunes du planning. « Rhodes, êtes-vous sourde ou simplement stupide ?» La voix résonna dans le couloir comme un coup de fouet. Le docteur Gregory David, chirurgien traumatologue vedette de l'hôpital et roi autoproclamé des urgences, claqua son bloc-notes sur le comptoir. C'était un homme qui passait plus de temps à soigner ses cheveux qu'à remplir les dossiers de ses patients, beau d'une manière raffinée et médiatique, et absolument venimeux envers quiconque il jugeait inférieur à lui. Casey ne broncha pas. Elle leva simplement les yeux, le visage impassible. « Docteur David, j'étais juste en train de ranger. »« Je me fiche que vous soyez en train de ranger les archives du Vatican, » rétorqua David, en pointant un doigt manucuré vers le lit 6. « J'ai demandé une perfusion saline standard pour l'ivrogne du lit 6 il y a 10 minutes. Pourquoi n'a-t-il toujours rien reçu ? Le lit 6 a des antécédents d'insuffisance cardiaque congestive. »« Docteur, » dit Casey d'une voix douce, presque monotone. Son dossier n'avait pas été mis à jour, mais j'ai remarqué l'œdème à ses chevilles. Une perfusion saline standard pourrait lui inonder les poumons. J'attendais que vous approuviez un débit plus lent. Le visage de David prit une teinte rouge qui rappelait celle des poubelles de déchets dangereux. Les autres infirmières, Brenda, l'infirmière en chef, qui était à la merci de l'administration Reagan depuis son arrivée, et Jessica, une interne friande de ragots, interrompirent leur travail pour observer la scène. C'était le divertissement nocturne, le supplice de la souris. Vous avez remarqué ? David a éclaté d'un rire rauque. Vous avez remarqué le gonflement des chevilles. Vous êtes infirmière depuis quoi, 5 minutes ? J'ai été major de ma promotion à Johns Hopkins. Vous avez obtenu votre diplôme où déjà ? Dans un petit établissement d'enseignement supérieur de l'Idaho. Du Tennessee, a corrigé Casey doucement. C'est vrai ? Du Tennessee. Eh bien, à Chicago, les infirmières ne posent pas de diagnostic. Elles font ce qu'on leur dit de faire. Accroche le sac, Rhodes, ou je te dénoncerai pour insubordination si vite que ta tête tournera jusqu'au champ de pommes de terre. C'est le Tennessee, monsieur. Il cultive du tabac, murmura Casey. Mais elle s'éloigna avant qu'il ne puisse exploser à nouveau. Elle se dirigea vers le placard à fournitures, ses mouvements efficaces, presque robotiques. En passant devant le poste, elle entendit Brenda chuchoter bruyamment à Jessica. « Mon Dieu, elle est pathétique. Elle n'a aucune colonne vertébrale. Je ne sais pas comment elle a réussi ses examens. Elle tremble à chaque fois qu'un traumatisme arrive. J'ai entendu dire qu'elle travaillait dans une maison de retraite. » Jessica gloussa en consultant son téléphone. Elle a probablement l'habitude d'essuyer des mentons et de jouer au bingo. Elle n'est pas faite pour les urgences. Elle sera virée avant Noël. Casey entendit chaque mot. Son audition avait été testée et jugée parfaite, une exigence pour le poste qu'elle occupait auparavant. Elle entra dans le placard à fournitures et laissa la lourde porte se refermer. Pendant une fraction de seconde, le masque tomba. L'expression terne et vide disparut, remplacée par une froideur prédatrice. Ses yeux, d'un gris perçant, balayèrent les étagères.
Elle prit une profonde inspiration, en comptant. Inspirer pendant 4 secondes. Retenir pendant 4 secondes. Expirer pendant 4 secondes. Elle ne tremblait pas de peur. Elle tremblait à cause du manque d'adrénaline provoqué par le fait de vivre à 100 à l'heure et de se heurter au mur de briques de la bureaucratie. Elle attrapa la poche de solution saline. Elle la suspendrait à un débit plus lent, qu'elle savait sûr, et elle ajusterait simplement le régulateur de débit lorsque David ne regarderait pas. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle sauvait un patient de l'ego de David sans qu'il le sache. Quand elle revint à l'étage, le chaos qu'elle avait senti dans l'air finit par arriver. Les portes automatiques s'ouvrirent brusquement. 2 ambulanciers se précipitèrent en poussant un brancard entouré de policiers. Un homme de 25 ans blessé par balle à la poitrine et à la cuisse. Le chef des ambulanciers cria « Bep est en train de s'effondrer, 80 sur 50 !» David passa instantanément en mode médecin de télévision. « Emmenez-le au traumatisme 1. Route, ne vous en mêlez pas, Brenda. Vous venez avec moi. » Casey recula contre le mur, se fondant dans le décor. C'était son rôle, celui d'observatrice silencieuse. Mais lorsque le brancard passa devant elle, elle vit quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué. Le patient ne saignait pas seulement à la poitrine. Un jet sanguin sombre jaillissait de l'intérieur de la cuisse, caché par le denim foncé de son jean. Une hémorragie éphémère. S'il se concentrait sur la poitrine et ignorait la jambe, il se viderait de son sang en 3 minutes. Elle regarda David découper la chemise. « Ouvre la trousse thoracique, il fait une tamponnade !» cria David. « Soignez la jambe !» dit Cassie. Ce n'était pas un cri, mais cela tranchait avec le bruit ambiant, avec une étrange autorité harmonique. Je dis « Sortez !» David ne se retourna même pas. Cassie regarda le sol. Elle regarda l'horloge. 2 minutes 30 secondes. Elle ne prit pas de décision. Sa mémoire musculaire le fit à sa place. Cassie bougea. Pour les observateurs, cela ressemblait à un flou. 1 seconde. Elle était près du mur. La suivante. Elle était au pied du brancard. Elle ne demanda pas la permission. Elle n'a pas attendu l'ordre. Elle a fouillé dans sa poche, en a sorti une paire de ciseaux à traumatisme robuste et, d'un mouvement fluide, a déchiré le denim du jean du patient, du genou à la hanche. Le sang a jailli comme un geyser, éclaboussant la vitre immaculée des portes de l'armoire, à 1 mètre de là. « Qu'est-ce que tu fais ?» a hurlé Brenda. David a figé le scalpel suspendu au-dessus de la poitrine de l'homme. Casey ne leva pas les yeux. Elle enfonça son poing directement dans la plaie ouverte de la cuisse de l'homme. Les jointures blanchies, elle localisa l'artère fémorale sectionnée à tâtons dans un enchevêtrement de muscles déchirés. Elle trouva le tube glissant et pulsatile et le serra fermement contre l'os fémoral. Le jet de sang s'arrêta instantanément. « Artère fémorale sectionnée » dit Cassie. Sa voix était méconnaissable. Ce n'était pas le murmure doux de la souris, c'était un rapport plat et sec. Il n'avait pas de tamponnement dans la poitrine. Il était hypoalmique à cause de l'hémorragie à la jambe. Si vous aviez ouvert sa poitrine, la chute de pression l'aurait tué instantanément. Le silence s'est abattu sur le traumatisme 1. Le seul bruit était le bip, bip du moniteur. Bip, bip, bip. Le rythme cardiaque se stabilisait. La pression artérielle commençait à remonter. 85 sur 60, 90 sur 65. David fixa la jambe, puis la main ensanglantée de Cassie qui maintenait l'homme en vie. Son ego luttait contre la réalité, et pendant un instant, la réalité l'emporta. Il vit la blessure. Elle avait raison. Clamp. David s'étouffa. Brenda lui tendit maladroitement une pince vasculaire. David s'approcha et prit le relais pour arrêter l'hémorragie. « Je m'en occupe. Je m'en occupe. » Reculez, tout le monde. Casey relâcha l'artère et recula, les mains couvertes de sang jusqu'aux poignets. Elle les leva dans une posture stérile, le visage retrouvant son expression vide et absente. « Emmenez-le en chirurgie, » marmonna David sans la regarder dans les yeux. « Tout de suite. » Alors que l'équipe emmenait le patient, l'adrénaline dans la pièce commença à se dissiper, remplacée par une tension confuse. Brenda resta en arrière, fixant Cassie du regard. « Comment avez-vous su ?» demanda Brenda d'un ton soupçonneux. « Le sang ? Il n'avait même pas encore imprégné le jean. Comment avez-vous su que c'était artériel ?» Casey se dirigea vers l'évier,
et commença à se frotter les mains. L'eau devint rose. J'ai vu la façon dont son pied était tourné et la couleur de sa peau. Elle était grise, pas pâle. Cela signifie une perte des membres inférieurs. Ce n'est pas dans le manuel d'infirmière, dit Brenda en plissant les yeux. Je lis beaucoup, répondit simplement Casey. Elle se sécha les mains avec une serviette en papier. Je vais aller voir l'ivrogne du lit 6. Elle s'éloigna, les épaules à nouveau voûtées, se repliant dans son rôle de servante invisible, mais Brenda n'y croyait plus. Elle se dirigea vers la poubelle où Casey avait jeté la serviette en papier. Elle s'arrêta. Les ciseaux à traumatologie que Casey avait utilisés étaient posés sur le comptoir. Brenda les ramassa. Ce n'étaient pas les ciseaux standards utilisés à l'hôpital, ils étaient en acier noir mat, lourd, avec un bord dentelé capable de couper une pièce de monnaie. Sur la poignée, usée par des années de frottement, était gravé un petit insigne. Il était à peine visible, juste des rayures pour un œil non averti. Un trident, un aigle, une ancre et un nom gravé en minuscules lettres. C'est Rhodes. Sark 8. Brenda fronça les sourcils. Elle ne savait pas ce que signifiait Sarksh. Elle supposa qu'il s'agissait d'une marque. Elle reposa les ciseaux sur le plateau. Bizarre, marmonna-t-elle. Le lendemain matin, Casey fut convoqué dans le bureau de l'administrateur de l'hôpital. M. Henderson était un homme qui ressemblait à une tortue en costume 3 pièces. Il était assis derrière un bureau en acajou, flanqué du docteur David, qui avait l'air suffisant. « Madame Rhodes, commença Henderson en croisant les mains. « Nous avons un problème. Le patient va bien ?» demanda Casey. « Le patient est en vie ?» ?»« Oui, répondit Henderson d'un ton dédaigneux. « Mais le docteur David a déposé une plainte officielle concernant votre conduite. Il affirme que vous avez physiquement interféré avec une intervention chirurgicale, mis un patient en danger et fait preuve d'un comportement imprudent dans la salle de traumatologie. » Casey regarda David. Il sourit narquoisement. « Vous avez eu de la chance, Rhodes, vous avez deviné juste. Mais dans mon service d'urgence, nous suivons la chaîne de commandement. Vous ne mettez pas vos mains sur un patient sans mon autorisation. Vous êtes un risque. J'ai sauvé sa vie, dit Casey. Vous avez mis du sang sur mes chaussures, rétorqua David. Nous vous mettons à l'épreuve, dit Anderson en faisant glisser un papier sur le bureau. 2 semaines de restriction dans vos fonctions. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans les salles de traumatologie. Vous vous occuperez du triage administratif et des tâches ménagères supplémentaires si nécessaire. Un seul faux pas de plus. Si vous recommencez à jouer au docteur, vous serez licencié. Est-ce clair ? Casey regarda le document. Il s'agissait d'un avertissement officiel pour insubordination et conduite non professionnelle. Elle pensa à la lettre qui se trouvait dans le tiroir de son bureau à la maison. Celle du ministère de la Marine qui la suppliait de revenir en tant que consultante. Celle qui l'appelait « chef ». Celle qui mentionnait la Distinguished Service Cross. Elle regarda Henderson puis David. Elle prit le stylo. « C'est clair, monsieur, dit-elle. » Elle signa le document. Elle quitta le bureau et retourna à son poste. Elle passa les 6 heures suivantes à nettoyer la salle d'attente et à prendre la température des enfants atteints de la grippe. Elle pensait que la journée ne pouvait pas être pire. Mais à 13 heures, la télévision de la salle d'attente afficha un bandeau d'informations urgentes. Prise d'otage dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Plusieurs victimes signalées. La voix du présentateur était stridente. Nous recevons des informations selon lesquelles un groupe terroriste national a pris d'assaut le poste avancé de la réserve fédérale sur Jackson Street. Le SWAT est bloqué. Des informations font état de l'utilisation d'un agent chimique. Casey cessa de nettoyer. Elle regarda l'écran. La caméra zoomait sur le périmètre. Elle vit les lignes de police, mais son regard se posa sur autre chose. À l'arrière-plan, à peine visible, un SUV noir s'était arrêté. Des hommes en sortaient. Ils ne portèrent pas l'uniforme bleu du SWAT. Ils portèrent des pantalons multicam et étaient équipés de fusils HK-416 avec silencieux. Elle connaissait cet équipement. Elle connaissait leur façon de se déplacer. Son téléphone vibra dans sa poche. Une seule vibration. Elle l'ignora. Elle était infirmière en période d'essai. Il vibra à nouveau. 3 fois, le signal d'urgence. Elle sortit son téléphone. Numéro inconnu. Elle répondit. Rhodes. Chef. Une voix grésillait. Elle était grave, déformée par le bruit du vent. Nous avons un problème. Nous sommes à Chicago. Nous sommes confrontés à une menace biologique générique. L'équipe est exposée. Notre médecin est blessé.
Nous sommes à 10 minutes de votre position. Nous avons besoin d'un point d'extraction et d'une salle blanche. Nous venons vous chercher. Je suis dans un hôpital civil, Viper, murmura Casey en tournant le dos à la salle d'attente. Je ne peux pas autoriser un largage. Nous ne demandons pas d'autorisation. Casey, dit la voix. Nous amenons l'actif, et vous êtes la seule personne dans l'hémisphère à connaître le protocole d'antidote pour le gaz neurotoxique VX2. Préparez le toit. ETA 9 minutes. La ligne fut coupée. Casey regarda autour d'elle la salle d'attente bondée. Un enfant pleurait. Un vieil homme toussait. Le docteur David passait par là, riant au téléphone à propos de son handicap au golf. Casey laissa tomber le balai. Il heurta bruyamment le carrelage. « Rhodes, ramasse ça !» cria Brenda depuis son bureau. Casey déboutonna sa blouse, révélant un t-shirt gris en dessous. Elle se dirigea droit vers les ascenseurs. « Rhodes, où vas-tu » cria David. « Sur le toit » répondit Casey sans s'arrêter. « Tu es viré » rugit David. « Pas encore » dit-elle. « Mais tu ferais bien d'appeler la FAA. » Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage lui sembla interminable, même s'il ne dura que 30 secondes. Casey ne les gaspilla pas. Elle arracha l'élastique de son chignon, laissant ses cheveux se défaire, non pas pour des raisons esthétiques, mais parce qu'elle avait besoin de l'élastique pour attacher les manches de sa blouse au-dessus de ses coudes. Les tissus amples étaient un danger dans le souffle des rotors. Lorsque les portes s'ouvrirent au 8e étage, celui de l'administration et de la pharmacie, elle sortit d'un pas qui aurait terrifié un instructeur militaire. Elle contourna les bureaux administratifs et se dirigea directement vers le guichet de la pharmacie des patients hospitalisés. Paul, le pharmacien en chef, leva les yeux par-dessus ses lunettes. C'était un maniaque de la paperasse qui avait déjà fait attendre un chirurgien 20 minutes pour du Tylenol parce qu'il manquait une date sur un formulaire. Les routes. Paul cligna des yeux. « Vous n'êtes pas autorisé à accéder à cet étage et vous avez l'air tendu. »« Paul, j'ai besoin des clés du chariot d'urgence et du kit de secours. » Casey dit que sa voix était calme, mais elle avait une vibration qui fit se hérisser les poils des bras de Paul. « Le kit chimique ?» Paul rit nerveusement. « Casey, c'est pour les accidents avec de nombreux blessés, les attentats terroristes. Je ne peux pas simplement déclencher le code noir. » Paul, autorisation Alpha Sierra 9, Paul se figea. Il cessa de rire. « C'est un code militaire de dérogation. Comment le savez-vous ?»« Ouvrez la cage, » dit Casey. Elle ne cria pas. Elle se pencha, ses yeux gris rivés sur les siens. « Si tu ne me donnes pas l'atropine et les 2 pamchlorides dans les 30 prochaines secondes, 4 hommes vont mourir sur ton toit. Et après leur mort, le gaz qui s'échappe de leurs uniformes va s'infiltrer dans le système de climatisation et tuer tout le monde dans le NICU. Tu veux avoir ça sur la conscience ?» Paul pâlit. Il chercha ses clés, les mains tremblantes. Il déverrouilla la cage sécurisée. Casey sauta par-dessus le comptoir et attrapa 3 boîtes d'auto-injecteurs et un sac de solution saline. « Appelez les urgences !» ordonna-t-elle en saisissant une radio portable sur le bureau de la sécurité. « Dites-leur de libérer les salles de traumatologie 1 et 2. Fermez les bouches d'aération. Pression positive uniquement. Si David proteste, dites-lui que c'est une consigne du CDC. » Elle n'attendit pas la réponse. Elle courut vers l'escalier qui menait à l'héliport. La porte d'accès au toit était en acier épais, verrouillée par un clavier. Casey n'avait pas le code. Elle ne ralentit même pas. Elle leva la jambe et enfonça son talon dans le mécanisme avec un craquement métallique écœurant. La serrure vola en éclats. Elle enfonça son épaule dans la porte et se précipita dans l'après-midi froid et venteux de Chicago. L'héliport était en piteux état. Il était officiellement inactif. Il servait principalement de lieu de pause cigarette pour les médecins stressés et d'entrepôt pour les unités de climatisation cassées. Il y avait de vieilles palettes, un brancard rouillé et du gravier éparpillé partout. Des débris sur la zone d'atterrissage, marmonna-t-elle. Elle commença à traîner les lourdes palettes vers le bord, les jetant par-dessus la rambarde de sécurité sur le toit inférieur. Elle bougeait avec une force qui contrastait avec sa silhouette menue. Elle dégagea la civière rouillée et la poussa dans la cage d'escalier. « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» Le cri venait de la porte. C'était M. Henderson, le visage rouge et haletant, flanqué de 2 agents de sécurité de l'hôpital et du docteur David.
« Elle a perdu la tête !» cria David en la pointant du doigt. « Elle détruit la propriété de l'hôpital. Arrêtez-la !» Les deux gardes, des hommes costauds nommés Miller et Davis, qui passaient généralement leur journée à s'occuper de patients ivres, s'avancèrent. « Mademoiselle Rhodes, vous devez descendre immédiatement. » Casey se tenait au centre du H-Pain, le vent fouettant son pantalon de chirurgien. Elle regarda sa montre. 2 minutes. « Restez en arrière, » avertit Casey. « Vous ne voulez pas être ici. »« Attrapez-la, » ordonna Henderson. Miller se jeta sur elle. C'était une prise paresseuse, du genre de celle que l'on utilise sur un patient désorienté. Casey ne le frappa pas. Elle se glissa simplement à l'intérieur de sa garde, utilisa son propre élan et balaya sa jambe. Miller heurta violemment le béton. Avant que Davis n'ait pu réagir, Casey l'avait fait pivoter et lui avait fait une clé de bras debout, le plaquant contre le mur de la cage d'escalier. « Écoutez-moi » aboya-t-elle, sa voix coupant le vent. « Un Sikorsky UH-60. » Black Hawk approche, à pleine vitesse. Si vous êtes sur cette plateforme lorsqu'il atterrira, le souffle des rotors vous projettera hors du toit. Entrez, verrouillez la porte et ne l'ouvrez pas avant que je vous le dise. David la regarda bouche bée. Un Black Hawk. Vous délirez. Tu fais une crise psychotique. Thwop, thwop, thwop. Le bruit commença par une vibration sous leurs pieds, puis il se transforma en un battement rythmique dans leur poitrine. David leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est » murmura Henderson. « Baisse-toi » cria Casey. Elle lâcha le garde et poussa Henderson et David vers la niche de la cage d'escalier. Le ciel au-dessus du Mercy General s'assombrit. Une forme noire massive rugit au-dessus du bâtiment dans un bruit assourdissant. Le vent les frappa comme un coup physique. David perdit l'équilibre et tomba. La puissance brute de l'hélicoptère militaire qui planait à seulement 3 mètres au-dessus du toit était terrifiante. Ce n'était pas un élégant hélicoptère médical. C'était une machine de guerre. Aucun marquage, aucune lumière, juste de l'acier noir mat et le canon d'un minigun visible dans l'encadrement de la porte. Le Black Hawk ne se posa pas. Le toit n'était pas conçu pour supporter tout son poids. Il resta en vol stationnaire à quelques centimètres du béton. Le courant descendant souleva de la poussière et des gravillons, aveuglant David et Henderson, qui se recroquevillaient près de la porte. Mais Casey resta debout. Elle marcha directement dans la tempête. Elle leva les bras, les croisa en forme de X, puis les abattit pour signaler de maintenir la position. La porte latérale de l'hélicoptère s'est ouverte. 4 hommes en ont sauté. Ils étaient vêtus d'un équipement tactique complet. Mais leurs mouvements étaient au maladroit, désespérés. 2 d'entre eux portaient un 3e homme entre eux. Le 4e homme, le chef de l'équipe, a sauté en dernier, portant une mallette pélicane noire. Ils se sont accroupis sous les rotors et ont couru vers Casey. Le chef de l'équipe, un homme gigantesque avec une barbe et une cicatrice sur la joue, s'est arrêté devant Casey. Il ne regardait pas l'administrateur de l'hôpital, il ne regardait pas les agents de sécurité terrifiés, il regardait l'infirmière. Il se mit au garde à vous et, malgré le chaos, fit un salut net et précis. « Chef Rhodes !» cria-t-il pour couvrir le bruit du moteur. « La cible est en sécurité, mais son état se détériore. Il a été directement exposé. Contact cutané il y a 5 minutes. » Casey ne rendit pas son salut. Les civils ne saluent pas. Au lieu de cela, elle attrapa le gilet du chef d'équipe. « L'avez-vous décontaminé dans l'hélicoptère » ? Négatif. Pas d'eau. Coupez juste l'équipement. Amenez-le à la porte. Ne touchez personne. Ne laissez personne vous toucher. Casey se tourna vers David, qui essayait de se lever, sa perruque coûteuse presque emportée par le vent. Casey marcha vers lui, l'attrapa par le col de sa blouse blanche et le tira vers elle. « Docteur David », dit-elle. La douceur avait disparu. La souris était morte. À sa place se trouvait une femme qui avait commandé des unités de triage dans des zones de guerre actives. « Je réquisitionne votre centre de traumatologie. Vous allez dégager le couloir. Vous allez dire à Brenda de préparer 4 perfusions intraveineuses avec de l'atropine et vous allez rester hors de mon chemin. Vous comprenez ?» David regarda les soldats géants derrière elle, leurs armes en bandoulière, leurs visages masqués par une détermination sinistre. Il regarda Casey, la voyant vraiment pour la première fois. « Oui » balbutia-t-il. « Bougez,
Le groupe fit irruption par la porte de la cage d'escalier. Casey ouvrait la marche, descendant les marches 2 par 2 car l'ascenseur était trop lent. Les Navy Seals suivaient, portant leurs camarades tombés au combat. Quand ils firent irruption dans les urgences, tout l'étage se tut. Les patients cessèrent de gémir. Les infirmières se figèrent, leurs aiguilles en l'air. La scène était surréaliste. Une infirmière de ménage couverte de poussière menait une phalange de Navy Seals à travers les doubles portes de la salle de traumatologie 1. « Videz la salle » cria Casey. « Tout le monde met un masque. » Elle ouvrit la porte de la salle de traumatologie 1 d'un coup de pied. « Mettez-le sur le lit, coupez le reste de ses vêtements, mettez-le immédiatement dans un double sac. » Le patient, un jeune homme âgé d'au plus 24 ans, était pris de violentes convulsions. Sa peau était pâle, ses lèvres bleues. De la mousse s'accumulait à sa bouche. « Viper, tenez ses jambes !» ordonna Casey au chef d'équipe. « Ghost, tenez sa tête, je dois dégager ses voies respiratoires. » Brenda, l'infirmière responsable, se tenait dans l'embrasure de la porte, tremblante. « Casey, qu'est-ce que cet agent neurotoxique VX ?» demanda Casey en attrapant le laryngoscope. « Il paralyse le diaphragme, il ne peut plus respirer, je l'intube. » Brenda lui administra 2 mg d'atropine, puis 600 mg de palidoxime. « Je ne peux pas recevoir d'ordre d'une infirmière, » balbutia Brenda en regardant David, qui venait d'arriver en courant. « Docteur !» David regarda le soldat en proie à des convulsions. Il regarda le moniteur, fréquence cardiaque 180, oxygène 60%. « Faites-le !» hurla David à Brenda. « Faites ce qu'elle dit !» Casey glissa le tube dans la gorge du soldat, avec une précision qui rendait le meilleur travail de David maladroit. « Je suis dedans. Ventilez-le. » Elle attrapa le poignet du soldat. « Parlez-moi, petit. Reste avec nous. » Le soldat ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient fixées, de la taille d'une pointe d'aiguille, signe classique d'un empoisonnement par un agent neurotoxique. Il regarda Casey, et une lueur de reconnaissance traversa son visage. « Chef !» haleta-t-il à travers le tube. « Vous êtes revenu. »« Je ne suis jamais parti, soldat, » dit Casey doucement. Elle leva les yeux vers le chef d'équipe. « Donnez-moi le Shemac. » Le soldat barbu ouvrit la mallette pélicane. À l'intérieur se trouvaient des flacons d'antidote expérimental. « Ce produit n'est pas approuvé par la FDA, » avertit David en s'avançant. « Si vous lui injectez ça et qu'il meurt, c'est un meurtre. » Casey remplit une seringue. « Si je ne lui injecte pas ça, il sera mort dans 2 minutes. »« Et docteur David, » dit-elle en suspendant l'aiguille au-dessus du bras du soldat. « Oui, s'il meurt, mes amis ici présents ne vous poursuivront pas en justice. » Le phoque barbu se tourna vers David. Il n'éleva pas la voix. Il ne leva pas son arme. Il se contenta de fixer le docteur, avec des yeux qui avaient vu des choses que David ne pouvait imaginer même dans ses cauchemars. « Si elle vous dit de vous retirer, docteur, vous vous retirez. » David recula d'un pas et heurta le mur. Casey injecta le sérum. La pièce retint son souffle. Le moniteur émit des bips frénétiques. Bip, 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 bip. Puis le silence. Les convulsions cessèrent. Le corps du soldat devint inerte. « Ligne plate !» cria Brenda. « Il est en arrêt cardiaque. »« Non, ce n'est pas le cas, » dit Casey calmement, les doigts posés sur son artère corrompue. « Il se réinitialise. »« Regardez. 5 secondes. 10 secondes. Bip, un battement lent et fort. Bip, rythme sinusal, » annonça Casey. La tension artérielle se stabilise. Le taux d'oxygène remonte. 85, 90, 98. Elle expira longuement, le souffle tremblant. Elle tapota l'épaule du soldat. « Bienvenue dans le monde, petit. » Le soldat barbu s'affala contre le mur, essuyant la sueur de son front. Il regarda Casey. « On l'a échappé belle, Rhodes, de justesse. Le commandement te doit une fière chandelle. »« Le commandement me doit une nouvelle serrure pour la porte du toit, » répondit Casey en essuyant la saleté sur son visage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua le silence qui régnait dans la pièce. Elle se retourna. Tout le personnel des urgences était rassemblé devant les portes vitrées de la salle de traumatologie. Infirmières, aides-soignants, patients, et tout devant, M. Henderson et le docteur David. Ils la regardaient, elle, pas les phoques, elle. David regarda le moniteur, puis Casey. « Qui êtes-vous »
murmura-t-il. Vraiment? Casey commença à retirer ses gants contaminés. Elle baissa les yeux vers sa blouse tachée d'huile et de saleté. « Je ne suis qu'une infirmière qui nettoie les bassins, docteur, dit-elle. »« Connerie !» grogna le chef des SEAL. Il s'avança, dominant David de toute sa hauteur. « Vous parlez au maître principal, Corman Casey Rhodes, décorée de la Navy Cross, la seule femme à avoir jamais suivi la formation SARC et servi dans le groupe de développement. Ce n'est pas une infirmière. C'est la meilleure infirmière de combat que la marine ait jamais eue. » Il regarda autour de lui, son regard défiant quiconque de le contredire. « Et si vous saviez qui nettoie vos sols, ajouta le SEAL, vous la salueriez chaque fois qu'elle entrerait dans la pièce. » Henderson s'éclaircit la gorge, l'air terrifié. « Je vois. »« Eh bien, nous pouvons peut-être discuter d'une promotion ?» Casey rit. C'était un rire sec et fatigué. « Je ne veux pas de promotion, monsieur Henderson. Je veux un jour de congé. »« Accordé, » dit Henderson d'une voix aiguë. Mais le drame n'était pas terminé. Alors que les Navy SEALs commençaient à sécuriser la pièce, les doubles portes de l'entrée des urgences s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un patient. C'étaient 4 hommes en costume sombre avec des oreillettes. Le FBI. Et derrière eux, un homme en uniforme de la marine avec des étoiles sur le col. « L'amiral Vance », dit l'utilisateur de poids. « Ne m'appelez pas Vance. Correction. Amiral Graves. » L'amiral Graves s'avança droit vers David. « Qui est responsable ici ?»« C'est moi, » dit David en bombant légèrement le torse. « Faites sortir vos hommes, » aboya Graves. « Cette installation est désormais sous la juridiction du ministère de la Défense. Nous bouclons le bâtiment. » Il se tourna vers Casey, son expression sévère s'adoucit instantanément. « Chef Rhodes, » dit l'amiral en hochant la tête. « J'aurais dû m'en douter. » Quand j'ai appris qu'un hôpital civil avait réussi à stabiliser un cas d'exposition au VX, j'ai su que c'était vous. Je pensais que vous aviez pris votre retraite. « C'est le cas, monsieur, » répondit Casey. « Plus maintenant, » dit Graves. Il prit un dossier des mains de son assistant. « Le président a autorisé votre réactivation, avec effet immédiat. » Casey regarda le dossier. Elle regarda sa vie tranquille au Mercy General. Elle regarda David, qui la regardait maintenant, avec un mélange de peur et d'admiration. « J'ai un contrat ici, » dit l'amiral Casey. « J'ai des responsabilités. Nous achèterons l'hôpital s'il le faut, » dit Graves d'un ton impassible. « Enfilez votre combinaison, Rhodes. Nous avons une situation en mer du Nord et votre équipe refuse de se déployer sans vous. » Casey regarda le chef des SEAL. Il sourit. « Allez, Casey. Le local d'entretien sera toujours là à notre retour. » L'atmosphère dans la salle des urgences était passée d'une panique chaotique à un silence stupéfait et respectueux. La pression atmosphérique sembla chuter lorsque l'amiral Graves posa les paramètres de la mission sur le comptoir de la salle de traumatologie, juste au-dessus du bloc-notes oublié par le docteur David. « Nous avons un navire fantôme, le Dauntless, qui prend actuellement l'eau en mer du Nord. » Graves parlait à voix basse, mais sa voix portait dans toute la pièce. Il a été frappé par une vague scélérate pendant une opération d'extraction secrète. Nous avons 7 opérateurs de niveau 1 piégés dans la cloche de plongée pressurisée. Leurs épurateurs de CO2 sont en panne. L'un d'eux a un poumon collapsé et une blessure à la colonne vertébrale. Nous ne pouvons pas simplement les remonter. Le mal de décompression les tuera avant qu'ils ne remontent à la surface. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse plonger, entrer dans la cloche sous pression, stabiliser la colonne vertébrale et insérer un drain thoracique à 120 mètres sous le niveau de la mer. Graves regarda Casey. Il n'y a que 3 personnes dans le monde certifiées pour les traumatismes de combat hyperbares, et les 2 autres sont à Okinawa. Casey finit de parcourir la carte tactique du regard. « Exactement. » Graves acquiesça. « J'ai besoin d'équipement, » dit Casey. Elle ne regarda pas David. Elle ne regarda pas Henderson. Elle était déjà mentalement sous l'eau, calculant les mélanges de gaz et les temps de plongée. « Je vous ai devancé, chef, » dit Viper. Il ouvrit la mallette Pélicane d'un coup de pied. Au milieu de la salle de traumatologie 1, Casey Rhodes retira sa blouse tachée et trop grande. En dessous, elle portait un simple legging thermique et un débardeur, l'uniforme de quelqu'un qui avait toujours froid, parce que son métabolisme fonctionnait à plein régime. Elle enfila un pantalon tactique en tissu épais et résistant au feu. Elle lassa ses bottes de combat avec efficacité, en utilisant un nœud spécial qui ne glissait pas. Elle enfila son gilet pare-balles, dont la lourde armure en céramique se posa sur ses épaules, comme une étreinte familière.
Enfin, elle accrocha une radio à son épaule et attacha ses cheveux en arrière. Elle regarda son reflet dans les portes vitrées de l'armoire. La femme fatiguée et voûtée qui nettoyait le vomi sur le sol avait disparu. À sa place se tenait une guerrière. Dartha David observa cette transformation, la bouche légèrement ouverte. Il regarda les vêtements de travail empilés sur le sol, l'uniforme qu'il lui avait reproché de porter 1 heure plus tôt. « Toi !» David commença à parler, la voix tremblante, mêlée d'indignation et de confusion. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu es prévu au planning. Je n'ai pas signé ta fiche de présence. C'est un abandon de poste. » Cassie se retourna lentement. Elle ajusta la bandoulière de sa trousse médicale. Elle s'approcha de David jusqu'à se trouver à quelques centimètres de son visage. Elle était plus petite que lui, mais à cet instant, elle semblait dominer la pièce. « Docteur David, » dit-elle d'une voix terriblement calme, « pendant 6 mois, je vous ai vu rabaisser des infirmières qui en savent plus que vous. Je vous ai vu ignorer des patients parce qu'ils n'avaient pas la bonne assurance. J'ai réparé vos mystiques dans l'ombre pour que vous puissiez briller sous les projecteurs. » Elle fouilla dans son gilet tactique et en sortit son badge d'identité de l'hôpital, celui qui indiquait C. Rhodes, CNA, aide-soignante. « Vous avez raison, j'abandonne mon poste. » Elle laissa tomber le badge dans la poche de sa blouse blanche immaculée. « Parce que j'ai un travail à faire qui a vraiment de l'importance. »« Allons-y » aboya Viper. L'équipe l'entoura, en formant un losange protecteur, et ils se dirigèrent vers la sortie. Les portes automatiques s'ouvrirent, et le rugissement du Black Hawk à l'extérieur s'intensifia. Alors que Casey foulait le tarmac, le vent fouettant ses cheveux, elle jeta un dernier regard en arrière. Tout le personnel de l'hôpital était collé contre la vitre et regardait. Brenda avait l'air honteuse. Paul, le pharmacien, leva le pouce et David resta là, l'air petit, tenant le badge d'identité de la femme qu'il avait surnommée la souris. Casey attrapa la poignée de la porte de l'hélicoptère et se hissa à l'intérieur. L'appareil décolla en virant brusquement au-dessus de la ligne d'horizon de Chicago, disparaissant dans les nuages gris. La mer du Nord était un cauchemar déchaîné d'eau noire et d'écume blanche. La tempête s'était intensifiée, transformant l'océan en une machine à laver bouillonnante avec des vagues de 9 mètres. Casey était assise à l'arrière d'un grand hélicoptère de transport, désormais équipé pour les opérations de recherche et de sauvetage. Elle portait déjà sa combinaison étanche, le lourd joint en caoutchouc serré autour de son cou. « 2 minutes avant le largage !» cria le pilote dans le micro. « C'est le chaos là-bas. La visibilité est nulle. Je n'ai pas besoin de voir, » répondit Casey. « Contentez-vous de me rapprocher du garçon. La mission était folle. La cloche de plongée était attachée à un navire de soutien en train de couler, suspendue de manière précaire à 120 mètres. La corde s'effilochait. Si elle se rompait, les 7 hommes à l'intérieur plongeraient vers le fond de l'océan, écrasés instantanément par la pression. Elle devait amérir, plonger jusqu'à la cloche, s'y enfermer et stabiliser médicalement le commandant afin qu'il puisse amorcer une remontée d'urgence. Feu vert, allez, 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 Casey n'hésita pas. Elle roula en arrière hors de l'hélicoptère, plongeant de 9 mètres dans l'océan glacial et agité. Le froid la frappa comme un marteau, même à travers sa combinaison. Elle lutta contre les vagues en nageant vers la lumière stroboscopique clignotante du garçon repère. Un plongeur de soutien l'attendait avec le cordon ombilical. « Chef, ça va ?» La voix du plongeur crépitait dans son oreillette. « Envoyez-moi » ordonna Casey. La descente fut un flou obscur. À mesure qu'elle s'enfonçait, le vacarme chaotique de la tempête au-dessus d'elle s'estompa, remplacé par le poids écrasant et silencieux de l'océan. La pression s'accumula dans ses oreilles. À 120 mètres, l'obscurité était totale, seulement percée par le faisceau de sa lampe frontale. Elle était là, la cloche. Elle était inclinée à 45 degrés et se balançait violemment dans le courant. Elle s'agrippa à la roue du sas. Elle était bloquée. « Viper, ici Rhodes. » Elle parla dans son micro, la voix calme, malgré la narcose à l'azote qui tentait de lui embrumer l'esprit. « Le sas est bloqué. Je vais devoir le débloquer à coups de marteau. » Elle cala ses bottes contre la coque et utilisa une lourde clé pour marteler le mécanisme de verrouillage. Clang, clang, il grinça et tourna. Elle ouvrit la trappe et se hissa à l'intérieur. L'odeur la frappa en premier. Sueur, sang et peur.
La cloche était minuscule, remplie de 7 hommes corpulents. L'air était épais et vicié. Rhodes. Une voix rauque s'éleva de l'arrière. C'était le commandant Rix, l'homme blessé à la colonne vertébrale. Il était attaché à une civière de fortune, le visage gris. « Je suis là, commandant, » dit Casey. Elle retira son masque de plongée et se mit immédiatement au travail. État. Poumons collapsés. Pneumothorax sous tension. Le médecin à bord dit « Je ne peux pas le piquer. La différence de pression est trop bizarre ici. Si je lui enfonce une aiguille dans la poitrine, je risque de le tuer. » « C'est pour ça que je suis là, » répondit Casey. Elle ouvrit sa trousse étanche. La cloche se mit à tanguer violemment. Le câble d'ancrage grinçait à l'extérieur. « On perd le câble !» cria le pilote depuis la surface. « Rhodes, vous avez 3 minutes avant que le câble ne se rompe. Vous devez le stabiliser immédiatement pour que nous puissions vider les réservoirs de ballast. » Réaliser une insertion de drain thoracique en 3 minutes à l'hôpital était une procédure de routine. Le faire dans une boîte de conserve pressurisée, ballottée par la tempête, en sachant qu'une erreur pourrait vider les poumons de cet homme de leur air, était impossible. Casey regarda Rix. « Ça va faire mal, monsieur. »« Faites-le, chef. » Rix serra les dents. Casey n'utilisa pas de scalpel. Elle utilisa un instrument spécialisé. Elle palpa l'espace entre les côtes. Elle synchronisa le balancement de la cloche. Gauche, droite, pause. D'un coup sec, elle enfonça le tube. Un sifflement d'air s'échappa. Du sang éclaboussa son visage. « Le poumon se regonfle » cria-t-elle en vérifiant la valve. « La colonne vertébrale est stabilisée. Faites sauter les réservoirs. Sortez-nous d'ici. Faisons sauter les ballasts dans 3, 2, 1. » La cloche trembla. Il y eut un énorme grincement métallique, puis une sensation de remontée. Rapide. Trop rapide. « Ralentis !» cria Casey. « On va avoir le mal des caissons. »« Impossible !» répondit le pilote. « L'amarre vient de se rompre. Vous flottez librement. Préparez-vous à la remontée à la surface. » La cloche fusait vers le haut. Casey se jeta sur le commandant, le protégeant avec sa propre armure alors qu'il s'envolait vers la surface. Ils perçurent la surface comme un bouchon de champagne, s'élevant à 3 mètres dans les airs avant de retomber dans les vagues. À l'intérieur, tout devint noir pendant 1 seconde. Lorsque Casey rouvrit les yeux, elle était couverte de bleu, saignait d'une coupure au front et avait la nausée. Mais le moniteur sur la poitrine de Rick émettait un bip régulier. « Tout le monde est vivant !» haleta-t-elle. « Tout va bien, chef. » Un phoque murmura en lui tapotant le dos. « Tout va bien. Tu nous as sauvés. » Casey appuya sa tête contre la paroi métallique froide et ferma les yeux. Elle imagina le docteur David se plaignant d'une coupure au doigt. Elle se mit à rire. 2 semaines plus tard, l'atmosphère au Mercy General commença enfin à se calmer. Les rumeurs concernant l'infirmière de l'hélicoptère avaient recommencé à s'estomper pour devenir une légende urbaine, déformée et réinventée par ceux qui étaient restés sur place. Le docteur Gregory David était de retour aux commandes, et son ego avait gonflé pour combler le vide laissé par Casey. Il se tenait au poste central des infirmières, appuyé nonchalamment contre le comptoir, tandis qu'un groupe d'étudiants en médecine aux yeux écarquillés buvait ses paroles. Il était impeccable, les cheveux gominés à la perfection. Sa blouse blanche était amidonnée, et sa montre à $5000 brillait sous les néons. C'était une scène chaotique, bien sûr, disait David en gesticulant largement avec un dossier. Les opérations des forces spéciales sont désordonnées. Mais lorsque le chef d'équipe a paniqué, j'ai dû intervenir. J'ai dirigé les protocoles d'extraction. Vous voyez, en médecine traumatologique, il ne s'agit pas seulement de couper, il s'agit d'avoir une présence autoritaire. Cette pauvre infirmière l'a bien compris, elle s'est complètement figée. J'ai pratiquement dû la pousser dans l'hélicoptère pour la faire sortir de là. Brenda, qui se tenait à quelques mètres de là, occupée à classer les dossiers des patients, a roulé des yeux si fort qu'elle en avait mal. Elle connaissait la vérité. Ils la connaissaient tous. Mais personne n'osait s'opposer à David. Il était la poule aux œufs d'or, la source de revenus. Le visage des panneaux publicitaires de l'hôpital. Alors elle est partie, a demandé l'un des étudiants. L'infirmière ? Oh, absolument. David a ricané en vérifiant son reflet dans une vitre sombre. L'abandon de son poste est une infraction grave.
J'ai moi-même rempli les papiers de licenciement dès que la poussière est retombée. Nous ne pouvons pas avoir des employés instables qui s'enfuient en claquant la porte. Le bruit d'une lourde double porte qui s'ouvrait brusquement l'interrompit. Le bruit ne venait pas de la zone des ambulances. Il venait de l'entrée principale du hall. Le brouhaha de la salle d'attente s'éteignit instantanément, remplacé par un silence confus et feutré qui se propagea dans le couloir comme une vague. David fronça les sourcils, agacé par cette interruption. La sécurité. Que se passe-t-il là-bas? Il se retourna s'attendant à voir un patient turbulent. Ce qu'il vit le fit pâlir. Au milieu du couloir principal marchait un groupe de 4 hommes en costume sombre, portant des écouteurs et des lunettes de soleil foncées, l'uniforme universel des agents fédéraux. Ils étaient flanqués de 2 officiers de la marine en uniforme, leurs rubans blancs brillants empilés sur leur poitrine. Et au centre de la formation marchait une femme. Elle ne portait pas de blouse. Elle ne portait pas l'uniforme trop grand et taché du personnel d'entretien. Elle portait un tailleur gris anthracite sur mesure qui lui allait comme une seconde peau. Ses cheveux, habituellement retenus en un chignon crépus, tombaient en cascade sur ses épaules en vagues lisses. Elle portait des talons aiguillés noirs qui claquaient sur le linoléum avec une cadence rythmique prédatrice. Clic, clic, clic. Il fallut 10 bonnes secondes à David pour réaliser qui il avait devant lui. « Rhodes » murmura-t-il, le nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. Casey ne s'arrêta qu'à 1 mètre de lui. Les agents se déployèrent efficacement, bloquant le couloir, tandis que les étudiants en médecine reculaient précipitamment, sentant le changement de pouvoir. Casey retira lentement ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient les mêmes, d'un gris intelligent et perçant, mais la timidité avait disparu. La souris avait été dévorée par le lion. « Docteur David » dit-elle. Sa voix était calme, douce, et portait un poids qui résonnait sur les murs. « J'espère que vous avez gardé ma salle de traumatologie au chaud. » David rit nerveusement, un son aigu qui trahissait sa peur. « Votre salle de traumatologie, mademoiselle Rhodes, je ne sais pas pourquoi vous êtes ici ni pourquoi vous avez amené toute cette escorte, mais vous ne travaillez plus ici. Je vous ai licencié. Vous vous en souvenez? Je me souviens que vous avez essayé, dit Casey, un petit sourire dangereux, jouant sur ses lèvres. Elle se tourna vers l'homme plus âgé, en uniforme de la marine, à côté d'elle. Amiral Graves, pourriez-vous informer le docteur de la situation administrative actuelle du Mercy General? L'amiral Graves s'avança. C'était un homme terrifiant, bâti comme un tank, avec une voix grave comme du gravier. Il tenait un épais dossier en cuir. Le docteur David Graves aboya. À partir de 8 heures ce matin, le ministère de la Défense a invoqué la loi sur la défense des capacités critiques nationales. En raison de l'importance stratégique du personnel découvert à cet endroit précis, chef Rhodes, la marine a acheté une participation majoritaire dans le service de traumatologie et de médecine d'urgence de cet établissement. David cligna des yeux. Vous avez acheté... Nous avons acheté le bâtiment, mon garçon, corrigea Graves. Et nous avons nommé un nouveau directeur des opérations pour superviser la transition et veiller à ce que nos actifs soient traités avec le respect qu'ils méritent. David regarda Henderson, l'administratrice de l'hôpital qui se cachait derrière l'amiral. Henderson fit un faible signe d'excuse. « Directeur des opérations », balbutia David. « Qui » Casey s'avança. Elle ne dit pas un mot. Elle se contenta de fouiller dans la poche de son blazer et d'en sortir un nouveau badge d'identification. Elle l'accrocha à son revers. Il ne disait pas « personnel de soutien ». Il était doré avec une bande noire. On pouvait y lire « C. Rhodes, directrice des urgences, présidente du conseil d'administration ». Le silence dans la pièce était absolu. Même les moniteurs cardiaques semblaient émettre des bips plus discrets. « Mais vous, » haleta David, « vous êtes infirmière. Vous nettoyez les sols. Je suis maître principal hospitalier avec 20 ans d'expérience au combat, titulaire d'un doctorat en chirurgie traumatologique de l'Uniformed Services University et d'une certification spécialisée en réanimation en milieu hostile. » Casey énuméra ses titres en les énumérant sur ses doigts. « Et oui, je nettoie aussi les sols, car contrairement à vous, Grégory, je ne pense pas qu'aucun travail ne soit indigne de moi s'il aide les patients. » Elle fit un pas vers lui, envahissant son espace personnel. David se recula contre le comptoir. « Maintenant, à propos de votre emploi, dit Casey doucement. « J'ai un poste permanent, couina David.
Vous ne pouvez pas me licencier sans motif valable. Oh, j'ai un motif valable, dit Cassie en jetant un coup d'œil au dossier. Incompétence, harcèlement, falsification de dossier. Je pourrais vous licencier, révoquer votre licence et vous faire escorter dehors par ces charmants messieurs armés. David regarda les agents. Ils n'avaient pas l'air charmants. Ils avaient plutôt l'air d'espérer qu'ils s'enfuient. « Mais je ne vais pas faire ça, » continua Cassie. David expira, les genoux tremblants. « Vous ne le ferez pas ?»« Non, car malgré votre personnalité, vous avez de bonnes mains. Vous êtes un chirurgien compétent quand vous n'êtes pas occupé à vous regarder dans le miroir. » Cassie prit un bloc-notes. « Et nous manquons de personnel. » Elle se tourna vers Brenda. « Brenda, avons-nous des postes vacants pour le service de nuit ?» Brenda sourit, un sourire malicieux et ravissant se dessinant sur son visage. « En fait, directeur, oui. Nous avons besoin d'un assistant junior pour le service de nuit. Les week-ends et les jours fériés, principalement des copaiements et des lacérations mineures, et des bassins hygiéniques lorsque les infirmières sont occupées. » Cassie se tourna vers David. « Voilà. Vous êtes rétrogradé. Statut probatoire. Vous vous présenterez à l'infirmière responsable de service. Vous ne parlerez que lorsqu'on vous adressera la parole. Vous ferez le sale boulot, et si vous survivez 6 mois sans une seule plainte, nous vous laisserons peut-être toucher à nouveau un scalpel. » David regarda autour de lui. Les étudiants ricanaient, les infirmières rayonnaient. Il était humilié. Il était vaincu. « Ai-je le choix ?» murmura-t-il. « Bien sûr, » répondit Casey, en lui indiquant la sortie. « La porte est juste là. Mais j'ai entendu dire que le marché de l'emploi pour les chirurgiens licenciés par la marine américaine était plutôt restreint. » David ravala sa fierté. C'était une pilule difficile à avaler. Il baissa la tête. « Je prendrai le poste. »« Bonne réponse, » dit Casey. Elle frappa dans ses mains, le bruit le faisant sursauter. « Maintenant, sortez de mon couloir. Vous bloquez le passage. Allez vous laver les mains. Le lit 4 a un ongle incarné qui doit être examiné. » Alors que David s'éloignait, dépouillé de sa dignité et de son royaume, Cassie se tourna vers l'amiral. « Merci, monsieur. Je m'en occupe à partir de maintenant. » Graves esquissa un rare sourire, illuminant son visage. « Faites-leur voir l'enfer, chef. » Alors que l'entourage militaire s'apprêtait à partir, Cassie Rhodes prit une profonde inspiration. Elle regarda le chaos qui régnait aux urgences, les téléphones qui sonnaient, les bébés qui pleuraient, les brancards qui allaient et venaient. Elle ôta son blazer, révélant une blouse bleu marine. Elle attacha ses cheveux avec un élastique. « Très bien, tout le monde !» cria-t-elle d'une voix autoritaire. « Le spectacle est terminé. Retournez au travail. Ici, nous sauvons des vies. Nous ne nous contentons pas de les regarder bouger. » Et alors que le personnel se mettait en action pour la première fois depuis des années, Mercy General ne ressemblait plus à un lieu de travail. On se serait cru dans une équipe. Et au centre de celle-ci, non plus une souris, mais une lionne, se tenait l'infirmière qu'il n'ignorerait plus jamais. Et voilà l'histoire de Cassie Rhodes, la guerrière silencieuse qui a enseigné à tout un hôpital que le respect ne dépend pas du titre inscrit sur votre badge, mais du caractère de votre âme. Elle a prouvé que des héros vivent parmi nous chaque jour, parfois en poussant des balais, parfois en sauvant des vies dans l'obscurité, en attendant le moment où on aura besoin d'eux. Si vous avez aimé cette histoire de justice secrète et de précision militaire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Que pensez-vous de la sanction infligée au Dr David? Était-elle suffisante ou méritait-il d'être licencié? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous.